Parfait. Super. Donc, dans le fond, je vais faire la présentation. Si vous avez des questions, idéalement, gardez-les pour la fin. En fait, je pense que ça va durer quand même assez l'heure, ma présentation. Donc, pour celles qui doivent partir un peu plus tôt, bien, au moins pour les questions, on aura un peu plus de temps à la fin pour celles qui ont la chance de rester. Donc, autant en mettant votre micro, vous pouvez poser la question ou sur le chat. Donc, je vais commencer. Donc, merci à tout le monde d'être là. Je suis vraiment contente d'être ici avec vous. C'est une première pour moi, autant de donner un cours comme ça que sur Zoom. Donc, je suis vraiment contente d'être avec vous. Dans le fond, c'est un sujet qui me tient à cœur depuis longtemps, le développement moteur des bébés. Je pense que c'est vraiment un sujet qui me passionne comme physiothérapeute depuis mes études. Je pense que comme parent au quotidien, vous pouvez vraiment faire la différence dans le développement de l'enfant. C'est quoi l'environnement que vous lui donnez, les jouets, le quotidien. Donc, je vais commencer un peu par le développement moteur, 0-7 mois. Puis par la suite, on va plus aller avec des sujets un peu plus précis. Donc, ça va quand même couvrir plusieurs choses. Donc, c'est ça, avec la table des matières. Donc, au niveau du développement moteur, qu'est-ce que vous pouvez faire de plus particulier aux différents mois? Puis par la suite, on va un peu parler des différents sujets. Puis on va terminer par c'est quand ça devient plus nécessaire de consulter en physiothérapie pédiatrique. Donc, dans le fond, je trouve ça important juste de commencer à décrire un peu une physiothérapeute en pédiatrie. Qu'est-ce que ça fait de particulier? Bon, c'est une professionnelle de la santé, membre de l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec. Donc, on a une maîtrise universitaire. Puis dans le fond, on a des formations continues qui sont obligatoires. Donc, on se tient à jour, on a une rigueur, on a un professionnalisme. Donc, je pense que ça fait une différence vraiment dans l'approche. Je pense que c'est important de se former puis d'être à jour parce que c'est constamment en changement. Puis dans le fond, on a des connaissances particulières vraiment dans le domaine du développement moteur de l'enfant. Donc, qu'est-ce qui est typique, qu'est-ce qui est plus atypique? Puis on a les connaissances pour évaluer autant les muscles que les articulations, que le système un peu plus neurologique en évaluant les réflexes du bébé, au niveau de la proprioception, au niveau de comment l'enfant bouge dans son environnement. Donc, c'est vraiment une approche qui est assez particulière là, de la physiothérapie. Là. Je considère vraiment que j'ai une approche qui se démarque d'un physiothérapeute qui travaillerait plus avec des adultes ou en sportif ou avec des enfants un peu plus vieux. Tu sais, je pense vraiment que c'est une approche particulière. Puis mon but, c'est vraiment d'accompagner l'enfant dans ses forces puis dans ses faiblesses, puis vraiment de l'accompagner pour qu'il atteigne un développement moteur qui est le plus harmonieux possible. Donc, en gros, c'est quoi le développement moteur? C'est l'apparition, l'évolution naturelle des fonctions motrices de l'enfant. Donc, c'est sûr qu'il y a une évolution qui est naturelle avec la maturation de son système nerveux. Donc, on s'attend à ce que l'enfant atteigne certaines étapes, mais à son rythme. Donc, l'enfant va se tenir assis, va rouler, va aller chercher des objets, va se déplacer dans son espace, se déplacer à 4 pattes jusqu'à la position debout. Donc, c'est vraiment les fonctions motrices de l'enfant. Puis, dans la deuxième section de la définition, je trouve important, c'est vraiment sous l'effet conjugué de la maturation et de la pratique. Donc, autant qu'il y a une maturation de son système nerveux, mais autant que l'enfant doit pratiquer différentes positions pour être capable de les obtenir puis être capable de les faire. Donc, c'est un peu pour ça que je trouve que c'est important cette présentation-là, parce que comme parent, on peut mettre l'enfant dans des situations où il va pratiquer ses roulades, il va pratiquer sa position assise, il va être le plus actif possible dans son environnement, puis ça va l'aider à mieux se développer. Donc, l'environnement, c'est super important. Donc, chaque enfant a un parcours différent, a ses forces, a ses faiblesses. C'est sûr que c'est difficile de ne pas comparer comme parent. Idéalement, on essaie de ne pas comparer. Chaque enfant va atteindre les étapes à son rythme, va être peut-être plus rapide dans d'autres sphères du développement, comme le langage, la motricité fine, mais on veut quand même qu'il y ait certaines étapes qui soient atteintes. Puis dans le fond, chaque enfant a son histoire qui va l'affecter. On a moins de contrôle là-dessus. Donc, c'est un peu ça que je veux vous montrer aujourd'hui, comment on peut agir au quotidien pour que l'enfant se développe au mieux à partir de ses forces à lui, qu'il a déjà en lui. Donc, qu'est-ce qui est plus difficile à contrôler
Bon, la grossesse, l'accouchement, c'est sûr qu'on a un plan d'accouchement, mais ça se passe rarement comme on le souhaite. Il va y avoir de la prématurité, il y a la génétique de l'enfant, il y a tout le poids de naissance, le périmètre crânien qui peut affecter un peu, est-ce que l'enfant va avoir un torticolis, est-ce que l'enfant va avoir plus une tendance à avoir une plagiocéphalie. Au niveau de son tonus musculaire, ça peut rester dans la normale, mais être autant un tonus qui va être plus bas que plus élevé. Je m'excuse, je vais juste... Parfait, quelqu'un d'autre s'est joint à la rencontre. Puis l'enfant a sa personnalité aussi qui va affecter sa manière de bouger dans son environnement. Donc, qu'est-ce qui est à notre portée comme parents, comme moi dans ma pratique, dans le quotidien de l'enfant? Quel environnement qu'on donne à notre enfant, dans quelle position on le place, autant au sol que dans nos bras, qu'en portage, que bon, vraiment, toutes les positions qu'il peut prendre dans une journée, ça va vraiment influencer son développement. Quel jouet qu'on lui donne, quel matériel qu'on utilise, puis c'est quoi la qualité et la variété des stimulations qu'on va lui offrir. Donc, je trouvais ça intéressant de commencer avec juste quelques particularités au niveau plus neurologique du nourrisson. Donc, un bébé à la naissance va avoir 100 fois plus de neurones qu'un adulte. Donc, c'est quand même beaucoup. Puis, dans le fond, il va apprendre, son cerveau va se développer grâce à la création de liens entre ces cellules nerveuses-là, donc comme des ponts, qui va être en fait la carte de son cerveau. Donc, sa mémoire, son apprentissage. C'est vraiment la connexion qui va se faire entre ces cellules-là. Puis la plus rapide augmentation de ces connexions-là, ça va vraiment être de la naissance à 3 ans. Donc, l'enfant, il est vraiment une éponge. C'est vraiment là qu'il va apprendre à bouger puis qu'il va se rappeler des choses dans sa tête. Donc, c'est vraiment incroyable ce qui va se passer dans les premières années de la vie de l'enfant. Puis, dans le fond, l'efficacité et la quantité de toutes ces connexions-là dans son cerveau, c'est vraiment beaucoup, beaucoup influencé par c'est quoi les expériences que l'enfant va vivre au quotidien. Donc, est-ce que c'est des expériences qui sont nombreuses, qui sont diversifiées? Est-ce que c'est de qualité? Donc, ça, on va un peu plus le décrire pendant la rencontre. Qu'est-ce qui est souhaitable? Qu'est-ce qui est plus diversifié? Qu'est-ce qui est plus de qualité? Puis qu'est-ce qui est moins souhaitable pour un bébé? Donc, c'est ça. Dans le fond, l'enfant va vraiment se développer de façon sensorimotrice, donc avec ses sens. C'est vraiment comme ça que son environnement va lui donner de l'information. Donc, le toucher, le visuel, le sonore, c'est vraiment comme ça qu'il va apprendre et réagir à son environnement. Donc, la qualité et la quantité des stimulations. Bien dosé, c'est sûr que, par exemple, des jouets qui vont faire du son, qui vont faire de la lumière, qui vont être très intenses, c'est peut-être un peu trop de stimulation à la fois, versus pas assez. Est-ce qu'on va juste placer l'enfant dans le laisser dans la même position pour des longues périodes, c'est peut-être pas ce qui est le mieux pour l'enfant. Puis ne pas surstimuler le bébé. Par exemple, l'enfant est en train de boire, il y a déjà l'information de l'odeur de sa mère, il y a déjà l'information des battements du cœur, il y a déjà la chaleur. C'est déjà assez d'informations pour le bébé, il est bien, il est en sécurité. Donc, on n'irait pas lui mettre un jouet lumineux dans le visage. C'est sûr que ça nuirait à son boire, puis ça ne serait pas quelque chose d'idéal. Donc, ce sera un peu un exemple de ne pas surstimuler les sens du bébé. Fait que dans le fond, je vais y aller un peu 0-3 mois, ensuite le 4 mois, ensuite le 5 à 7 mois pour, en gros, le développement moteur du bébé. Donc, les premiers mois, le bébé va davantage bouger de façon involontaire. Donc, c'est vraiment les réflexes primitifs qui vont lui permettre d'expérimenter le mouvement, mais ça ne sera pas quelque chose qui va être volontaire. Donc, ça, c'est vraiment la partie plus inférieure du cerveau. Donc, le réflexe de succion qui va lui permettre de s'alimenter. Il y a la marche automatique aussi quand on le met debout. Ça, c'est un réflexe qui va être assimilé assez rapidement. Réflexe d'agrippement, on met notre doigt dans la paume de l'enfant, puis il va agripper. Le réflexe de Moreau, s'il y a un mouvement rapide de la tête, l'enfant va faire un grand mouvement de ses bras. Donc, dans le fond, ça lui permet d'expérimenter les mouvements de plus grande amplitude. RTAC, réflexe tonique asymétrique du cou. C'est un peu un complexe pour... dans le fond, le réflexe, quand l'enfant va tourner sa tête d'un côté, il y a un bras qui va fléchir, l'autre bras va s'allonger. Donc, dans le fond, ça peut permettre à l'enfant de commencer à observer
sa main, commencer à expérimenter d'autres mouvements différents, des changements de son tonus musculaire. Donc, c'est un peu le début de la coordination entre son œil et sa main. Donc, c'est plein de façons que l'enfant va apprendre, mais ça va être plus involontaire dans les premiers mois de sa vie. Puis tranquillement, vers le 3e, 4e mois, c'est là que les mouvements vont devenir vraiment plus volontaires parce que les réflexes vont tranquillement s'intégrer dans son cerveau. Donc, c'est vraiment son cerveau va passer à un niveau supérieur de contrôle. Donc, il va être capable d'aller chercher les jouets avec ses mains. Il va être plus capable de contrôler l'ouverture, fermeture de ses mains, d'être un peu plus symétrique dans ses mouvements. Donc, le 4 mois, c'est vraiment une étape de transition parce qu'on voit que les réflexes, je vais admettre quelqu'un d'autre. Donc, c'est ça. C'est une étape importante parce que les réflexes vont s'intégrer. Donc, pour nous, comme physiothérapeute, quand j'évalue un bébé, je veux voir est-ce que ces réflexes-là vont s'intégrer, vont disparaître. Ça me démontre que le bébé se développe bien, puis que son système neurologique évolue, puis il passe à un niveau supérieur de contrôle. Donc, c'est quelque chose d'autre qu'on va évaluer en clinique. Donc, d'autres faits intéressants, la première semaine de vie, un enfant peut fixer son attention pour seulement 3 à 4 minutes. Puis ensuite, il va dormir. Donc, c'est vraiment une attention très, très, très limitée là, de qu'est-ce que son environnement peut lui donner. Donc, l'enfant va dormir beaucoup dans les premières semaines. Donc, flexion physiologique, l'enfant, le premier mois, va garder la position de flexion qu'il avait dans le ventre de maman. Donc, c'est vraiment une position complètement plus fléchie, comme ça. Puis l'enfant va s'étirer graduellement grâce à la gravité, puis grâce aussi aux positions dans lesquelles on va placer l'enfant. Donc, ça prouve l'importance de varier les positions de l'enfant. On veut que l'enfant puisse s'étirer, qu'il puisse étirer ses muscles avant de pouvoir les utiliser et les renforcer. Donc, c'est pour ça que l'enfant est vraiment plus en petite boule au début puis qu'il s'étire tranquillement. Puis au niveau, comme on parlait, au début, ça va être le réflexe d'agrippement. Puis tranquillement, sa préhension va devenir plus volontaire. Il va être capable d'aller toucher ses mains ensemble, toucher le centre de son corps. Puis la vision est super importante aussi. Dans le fond, c'est vraiment la vision qui va guider les mouvements de la tête de l'enfant, puis le corps va suivre. Donc, c'est comme ça que l'enfant commence à contrôler un peu mieux les mouvements de sa tête, le contrôle de sa tête. C'est vraiment grâce à sa vision. Je vais juste voir si j'ai des questions. C'est beau. Donc, sur le ventre, j'ai mis des photos ici. Donc, au début, l'enfant, c'est important de mettre dès le jour 1, c'est vraiment une position importante. Donc, l'enfant va être capable, comme là, l'enfant, il a la tête complètement, comme on voit sur la première photo à gauche, il a la tête complètement à côté contre la surface. Mais dès le début de sa vie, il devrait être capable de momentanément soulever la tête pour être capable d'aller la déposer de l'autre côté. Donc ça, c'est la première chose qu'il va être capable de faire sur le ventre. Puis tranquillement, avec la pratique, avec l'allongement de ses muscles, il va être capable, tranquillement, comme sur la deuxième photo, de soulever un peu plus sa tête vers les 45 degrés, de mettre un petit peu plus de poids sur ses avant-bras. Puis tranquillement, à son 4 mois, vraiment, il y a la tête qui est bien droite. Puis il y a les avant-bras un peu mieux alignés aussi. Donc, on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent dans les premiers mois au niveau de la position sur le ventre. Puis par la suite, au début, l'enfant paraît être assez fort debout si on le tient debout, mais c'est vraiment un réflexe qu'on va le placer debout et qu'il va vraiment se pousser dans ses jambes. Mais ce n'est pas un réflexe qu'on veut stimuler. L'enfant n'est pas prêt à être debout. Encore une fois, c'est une façon de voir si l'enfant se développe bien et s'il va intégrer ce réflexe-là. Mais c'est vraiment un réflexe qui va s'intégrer vers 2 mois. Puis par la suite, l'enfant va davantage s'écraser. Puis le 2e mois, le bébé peut paraître plus désorganisé dans ses mouvements, moins symétrique, parce qu'en fait, les réflexes, surtout le réflexe que je parlais, comme on voit l'enfant sur l'image,
il expérimente beaucoup ce réflexe-là dans le 2e mois. Donc, il peut paraître plus asymétrique. Ses muscles se sont allongés avec la gravité. Puis, il n'y a pas encore le contrôle et la force pour bien les utiliser. Donc, l'enfant peut paraître un peu plus étendu sur la surface, mais tranquillement, vers le 4 mois, il va se renforcer de plus en plus. Il va démontrer davantage de contrôle. Donc, justement, la vision, c'est important pour guider les mouvements de la tête. Donc, je trouve ça important juste de donner des petits faits intéressants. Donc, le nouveau-né peut fixer le regard à environ 20 cm. Si on met un jouet à 20 cm, un jouet qui est assez contrasté, il va être capable de le fixer. Il va être capable de faire une poursuite visuelle sur 180 degrés. Sa vision elle va être floue, au-delà d'1 mètre. Puis la vision va quand même beaucoup s'améliorer dans les 2 premiers mois de sa vie. Puis vers 1 mois, il va reconnaître le visage expressif de sa mère. Donc, mais il faut que le visage soit expressif pour qu'il puisse le reconnaître. Parce que l'enfant, si on parle à notre bébé, c'est pas notre bouche qui va regarder, c'est vraiment nos yeux. Donc, il va reconnaître notre visage qui est expressif. Il va commencer à reconnaître les couleurs vers 2-3 mois. Et à 4 mois, il va être plus capable de distinguer les nuances et les objets qui vont être plus brillants. Donc ça peut nous donner une idée de quels jouets qui peuvent être pertinents à donner à un enfant. On va regarder ça plus tard dans la présentation. Donc, quoi faire à la maison comme une petite activité ou exercice pour un peu stimuler le développement de l'enfant? Bien, c'est sûr que les 0-3 mois, c'est la période qui est un peu plus à risque pour le développement d'un torticolis, donc un muscle qui peut être plus raide d'un côté, puis l'enfant il a la tête un peu plus tournée ou inclinée d'un côté, ou aussi le développement d'une tête plate. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça? C'est vraiment d'aller stimuler également les 2 côtés. On veut que l'enfant utilise les 2 mains quand même de façon assez égale. On veut qu'il puisse tourner la tête des 2 côtés aussi. Donc, de juste voir dans notre quotidien, est-ce que mon enfant, quand j'approche de lui dans son lit, est-ce qu'il doit toujours tourner du même côté pour me regarder? Donc, même chose, est-ce qu'on prend son bain? Est-ce que la tête va toujours être du même côté ou quand on change sa couche? Donc, c'est de varier. On met la tête d'un côté pour changer la couche, ben, on peut varier de l'autre côté. Même chose dans le bain. Même chose en portage. Est-ce que l'enfant a la tête toujours tournée du même côté? Donc, ça peut être intéressant juste de constater ça là, à la maison. Est-ce qu'on varie des côtés? Puis l'enfant, c'est le dodo sur le dos pour la sécurité. Donc, il passe déjà énormément de temps sur le dos. Donc, dès que l'enfant est éveillé, on le place sur le ventre ou sur le côté. C'est vraiment le mieux qu'on peut faire pour le stimuler et pour éviter justement qu'il y ait une tête plate qui se développe. Donc, pour pratiquer la vision de l'enfant, on peut prendre des jouets qui sont dans les premières semaines de sa vie, vraiment quelque chose de ultra contrasté. Donc, mettons ici, c'est carrément là, d'en imprimer un à la maison. Bon, là, j'ai la petite variation ici, mais de vraiment lui faire fixer à 20 cm. Ça peut prendre une dizaine de secondes pour qu'il fixe l'objet, puis ensuite, on peut aller faire juste une petite poursuite visuelle. Je vais juste prendre une petite gorgée d'eau. Puis, encore une fois, de placer les jouets un peu en bas du regard de l'enfant. On veut éviter qu'il pousse la tête comme ça, qu'il porte son regard un petit peu trop vers l'arrière. On souhaite vraiment que l'enfant pratique un peu plus la tête vers le bas, donc de mettre les jouets un peu plus bas que le regard. Donc, par exemple, un mobile qu'on mettrait au-dessus dans son lit, mais idéalement, on ne le mettrait pas derrière pour pas qu'il pousse sa tête, mais vraiment plus au niveau poitrine, menton, là, pour que l'enfant doive un petit peu plus regarder vers le bas. Puis encore une fois, on varie les manières de prendre bébé. Donc, dans nos bras, on peut prendre bébé de différentes façons. Je ne sais pas si vous voyez bien. En petite boule. On peut prendre le bébé sur le côté. On peut le mettre aussi sur le ventre. Donc, il y a quand même une belle variété qui va vraiment influencer positivement son développement. Donc, pourquoi c'est important de varier les positions? Bien, ça stimule son développement. Ça va stimuler ses sens. Parce que chaque position
va lui offrir une sensation qui est différente, va aller mettre de la pression sur différents muscles de son corps, va aller tirer différents muscles aussi. Juste le fait de changer le bébé de position, ben, ça va travailler son équilibre, ça va travailler le sens de son corps dans l'espace. Ça va renforcer différents muscles et ça diminue les risques de déformation crânienne. Donc, ça, c'est autre chose à considérer. Donc, la campagne Dodo sur le dos depuis 1997. Donc, on voit que les cas de torticolis et de plagiocéphalie, c'est la tête plate, ont considérablement augmenté depuis. Donc, selon les études, avant 1992, on avait un cas sur 60 pour les plagios. Puis depuis 1997, depuis la campagne Dodo sur le dos, 1 sur 60. Même chose pour le torticolis, c'est passé de 1 sur 250 à 1 sur 6. Donc, on voit que ça a un impact, que l'enfant passe plus de temps sur le dos. Donc, c'est sûr que dès que l'enfant est éveillé, ben, on essaye de le mettre le plus possible sur le ventre, sur le côté, dans nos bras, en portage, de varier le plus possible. Et la position sur le ventre, je dirais que c'est la position qui est vraiment importante. Ça renforce vraiment ses muscles. C'est vraiment important, autant au niveau de son cou, ses épaules, tous les muscles de son dos, même les muscles de ses hanches, éventuellement quand il va faire comme des mouvements un peu plus de nage. Ça favorise vraiment ces étapes de développement. Donc, la position sur le ventre va précéder le déplacement à quatre pattes et va aussi aider à la position assise. Donc, c'est super important. Comme je disais tantôt, c'est des sensations différentes, qu'est-ce qui est offert sur le dos. Au niveau visuel aussi, la vision que l'enfant a de son environnement est totalement différente. Et torticolis tête plate, on en a déjà parlé. Donc, il y a différentes façons. Je sais que la position sur le ventre, ça peut être assez difficile dans les premières semaines. L'enfant, il veut pas, c'est difficile, il pleure. C'est sûr qu'on veut que ça reste une expérience agréable pour l'enfant. Donc, on n'ira pas pousser non plus pour qu'il n'aime vraiment pas la position et qu'il n'ait pas un bon souvenir de ça. Donc, comme je dis dans les deux derniers points, là, on essaie vraiment des très courtes périodes, mais plusieurs fois dans la journée. Chaque minute compte. Donc, si vous êtes capable de faire 2-3 minutes plusieurs fois dans la journée, ben, c'est déjà ça de gagner. Parce qu'on vise quand même 1 heure par jour d'ici le 3e, 4e mois. Donc, ça va assez vite. Donc, des manières de le faire, comme j'ai dit tantôt, bon, on peut le mettre au sol, on peut le mettre sur nos cuisses. Je vais essayer de vous montrer sur la... C'est pas l'idéal visuellement. Mais dans le fond, d'abaisser les fesses pour l'aider à tenir un peu. On peut ramener ses bras en avant. Donc, ça, c'est une manière où, comme je disais, on peut carrément prendre l'enfant dans nos bras. Donc, sur nos cuisses, on peut mettre l'enfant sur nos cuisses, sur le ventre. On peut mettre l'enfant sur le côté. Puis quand on est couché, on peut mettre aussi l'enfant sur nous, puis jouer avec l'angle. Donc, différentes façons. Puis, j'ai un tissu qui fonctionne bien, un tissu qui est vraiment contrasté. On peut mettre carrément, coucher l'enfant dessus. Donc, c'est tellement quelque chose qui va attirer son regard que ça va le stimuler à lever la tête et ça va comme changer son attention. Fait que ça peut faire en sorte que l'enfant va mieux tolérer la position. Donc, carrément coucher l'enfant sur ce tissu-là, ça peut être intéressant. Le miroir, ça marche super bien aussi. Si vous avez des livres que vous pouvez mettre vraiment face à l'enfant aussi, des livres qui sont assez contrastés aussi, ça peut aider. Donc, il y a différentes manières. Ici, on le voit. Donc, c'est ça. Avec la maman ici, de se mettre vraiment au niveau de l'enfant. On voit ici que c'est sur les cuisses, avec une image qui est noire et blanche. Même chose ici. Si vous avez des ballons d'exercice à la maison, ça change un peu la stimulation que l'enfant a, ça change un peu les sensations. Puis, il travaille aussi sa position sur le ventre. Puis, même chose dans la dernière photo en bas à droite, sur vous. Puis, vous pouvez varier l'angle aussi. Donc, c'est plein de façons intéressantes de le faire. Donc, si on passe aux 4 mois, tantôt j'en parlais un peu, c'est le mois un peu plus de la symétrie pour l'enfant,
où est-ce que ses mouvements deviennent plus volontaires, qu'il a intégré ses réflexes primitifs. Donc, l'enfant est plus capable d'aller chercher les jouets avec ses deux mains, il contrôle mieux sa tête, contrôle mieux ses membres. Donc, c'est là vraiment que c'est intéressant d'aller chercher des jouets qu'il peut prendre avec ses mains. Il commence à aller toucher ses genoux aussi. Donc, l'enfant est un peu plus actif puis il contrôle mieux ses mouvements. Et même chose, qu'est-ce qu'on peut faire finalement? Ben, c'est encore ça, là. C'est de l'inciter à utiliser les deux mains assez également, d'aller mettre ses mains ensemble, d'aller mettre ses mains à ses genoux. Donc, de vraiment essayer qu'il soit le plus symétrique possible. Puis, il va commencer à faire les roulades. C'est sûr qu'idéalement, ce cours-là, on pourrait être, sans la pandémie, on pourrait être ensemble puis on pourrait pratiquer les exercices. Fait que là, j'essaye un peu de vous les montrer avec la poupée. Je sais que c'est pas l'idéal pour un cours de physiothérapie, mais bon, je pense que ça peut être quand même vous donner des petites idées quoi faire à la maison, mais c'est pas l'idéal. Donc, on va finir avec le 5e, 7e mois là, pour le développement moteur. Donc, l'enfant devient de plus en plus flexible au niveau de ses jambes. Donc, tranquillement, c'est ses pieds qu'il va être capable de chercher avec ses mains quand il est sur le dos, de mettre ses pieds à la bouche. Donc, commence à faire le pont. Donc, quand il est sur le dos, il est capable de mettre un petit peu plus de poids sur ses pieds. Donc, il commence à expérimenter un peu, tu sais, c'est quoi mettre du poids sur mes pieds. Les roulades deviennent un peu plus faciles. Donc, vraiment, il va commencer à le faire du dos au ventre. Ça va être un peu plus après que l'enfant va rouler du ventre au dos. Donc, la position sur le ventre va être un peu plus appréciée, plus facile. Oh, je crois que j'ai une question. Oui, excuse-moi, Ariane, je ne voulais pas te couper. Je voulais juste revenir sur le 4 mois, sur la symétrie. Oui. Est-ce que si tu vois que l'enfant n'est pas symétrique, c'est là qu'on devrait aller consulter ou comment Oui, ben t'amener ça ce peut être. point-là pour que... Oui, dans le fond, on voulait savoir quand ça devient un peu, comment dire, problématique ou plus. Oui, mais si tu vois que c'est ça, il ne tire pas de bon côté, c'est là que tu le vois plus finalement 4 mois, puis après tu te dis, bon, OK, il y a quelque chose qui marche pas bien ou... Oui, ben moi, je pense que ça vaut la peine. Ça, je vais en parler un peu à la fin, de ne OK. pas attendre justement. Parce que oui, pourquoi un enfant serait asymétrique à 4 mois? Ben, ça se peut qu'il y ait un torticolis, ça se peut déjà qu'il y ait une préférence de côté. Donc, oui, je pense que c'est un signe parce que le 4 mois, c'est une étape qui est assez transitoire, là. On veut quand même qu'il y ait une symétrie. Si l'enfant apprend à bouger d'un côté plus que l'autre, on ne veut pas que ça devienne son pattern puis que ça devienne de plus en plus fixé. Donc, oui, je pense que si on voit un enfant qui utilise vraiment plus un bras que l'autre ou qui va juste toucher un genou ou le même pied tout le temps, oui, je pense que ça vaut la peine d'aller un peu investiguer ça. Et le plus tôt, c'est toujours le mieux pour aller consulter. Est-ce que ça OK. répond? Merci, oui. OK. Donc, pour le 5e ou 7e mois, excusez-moi. Donc, c'est ça. C'est un peu plus facile pour les roulades. Sur le ventre, l'enfant peut commencer à aller un peu pivoter vraiment sur les côtés. Je m'excuse, j'ai comme un chat dans la gorge. Quand je parle de nager, c'est vraiment qu'il va aller travailler vraiment les muscles de ses omoplates, les muscles de son dos. Donc, comme on voit sur la photo ici, là, l'enfant va activer tous les muscles de son dos, ses fessiers. Donc, de plus en plus, il renforce ses muscles. Donc, c'est vraiment bien qu'on voit que l'enfant fait ça sur le ventre. Et la position assise commence à être un peu mieux contrôlée. Je trouvais que l'image ici était super bien parce que l'enfant va commencer avec le tronc fléchi comme ça, c'est normal. On veut vraiment que l'enfant, au début, vers le 5e mois, quand on le place assis, il va mettre le poids vraiment sur ses mains, en avant. Donc, ça travaille l'appui sur ses mains. L'enfant peut commencer à travailler un petit peu les muscles de son dos et tranquillement se redresser et lâcher son appui. Mais c'est vraiment le début de la position assise, qu'on voit l'enfant qui fléchit comme ça, puis qu'il appuie sur ses mains.
Est-ce que j'ai une autre question, Marie-Pierre? Oui, j'avais une question. Pour la position assise, est-ce qu'on peut vraiment juste déposer notre bébé comme assis, comme ça, tu sais, avec un support à partir du 4e mois? Est-ce que c'est Oui. trop tôt ou... Ben, dans le sens que c'est pas trop tôt, puis je pense que c'est vraiment la variété qui est importante. Donc, pourquoi pas expérimenter cette position-là? Oui, ça peut être bien de le supporter avec nous, même pour qu'il expérimente cette position-là. Mais, tu sais, c'est pas, comment dire, 5e mois, il va être un peu plus à l'aise là, pour mettre ses C'est mains en ça. avant. Mais Parce que 4e là, mois, on peut commencer. OK, parce que là, j'étais comme timide à le faire parce que je trouvais qu'il s'écrasait encore beaucoup vers l'avant. Et je me demandais, tu sais, est-ce que ça peut être néfaste de comme le faire pendant le 4e mois ou... C'est pas néfaste. OK, Je pense parfait. que l'enfant va vraiment nous le dire, nous manifester s'il est inconfortable. OK. Mais, tu sais, ça le change de position, mais c'est vrai qu'il va être vraiment plus penché en avant, donc c'est peut-être pas pour des longues périodes, mais de l'expérimenter, ça peut être bien. Mais c'est vraiment à partir du 5e mois que l'enfant va plus mettre de poids sur ses mains. Parfait, merci. Donc, même chose, qu'est-ce qu'on peut faire à la maison? Tu sais, au lieu de juste déposer l'enfant sur le ventre, on peut on part du dos, puis on le fait rouler jusque sur le ventre. Tu sais, ça pratique vraiment ses transferts de position, ça pratique son équilibre, ça travaille plein de choses. Donc, tu sais, je pense que c'est une manière à la maison, là, le bébé sur le dos, on prend ses jambes puis on le tourne sur le ventre au lieu de juste le déposer sur le ventre. Puis comme je disais, la position assise, avec les mains en appui en avant, on peut commencer. Position sur le ventre, ramener ses jambes vers le centre. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que... Je vais essayer de vous montrer, là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Tu sais, si l'enfant a tendance à avoir les jambes un peu plus en grenouille, on ramène ses jambes un peu vers le centre, on ramène ses genoux un peu plus vers lui pour faciliter le fait qu'il puisse lever la tête vers le haut, qu'il puisse prendre l'appui sur ses bras. C'est sûr que si sa base est super large, c'est plus difficile un peu d'aller soulever, d'aller chercher toute cette extension-là qu'on veut. Donc, si on rapproche les genoux ensemble, puis on appuie sur ses fesses, on aide un peu l'enfant à aller soulever sa tête, à aller mettre du poids dans ses mains. Donc, c'est une autre façon de le travailler. Et quand l'enfant est sur le ventre, au lieu de toujours placer les jouets en avant, on peut placer les jouets sur le côté. Ça incite l'enfant à pivoter, à explorer un petit peu plus son environnement. Donc, c'est une autre chose qu'on peut faire. Donc, pour les jouets, je trouvais ça important de juste en parler un petit peu. Tantôt, on parlait de ne pas surstimuler l'enfant. Fait que c'est sûr qu'idéalement, un jouet stimulerait un sens à la fois. Tu sais, mettons, là, j'ai des exemples de... Juste un instant. Bon, j'ai des petits... j'ai des petits hochets. En même temps, c'est facile à prendre, ça fait du son. Bon, j'ai des jouets un peu plus gros pour aider l'enfant à tenir assis. Donc, tu sais, on assoit l'enfant. On assoit l'enfant. Puis, tu sais, ça lui permet de mettre du poids sur ses mains, mais sur un jouet qui est un peu instable. Donc, ça pratique quand même sa position assise. C'est un jouet avec une texture, c'est un jouet avec des assez coloré. Donc, ça, c'est un autre jouet que je trouve intéressant. Donc, des balles, facile à prendre. Ça, c'est super bon pour l'appréhension. C'est coloré, c'est simple. L'enfant peut le prendre. On a des balles, différentes sortes de balles. C'est toujours des jouets vraiment qui ont des couleurs assez, comment dire, c'est des jaunes, des rouges, c'est des couleurs assez visibles, contrastantes. Bon, on a plein de petits jouets comme ça qui restent simples. Des jouets plus texturés, ça fait du son. C'est l'enfant, il faut que l'enfant puisse explorer le jouet sans que le jouet lui donne trop d'informations. C'est sûr que les jouets, c'est correct. Là. Je pense que tout est dans le dosage puis la variété. C'est sûr que des jouets, comme je disais, qui sont hyper sonores, hyper visuels, je pense que c'est déjà impressionnant pour l'enfant. Puis le jouet fait comme tout le travail à la place de l'enfant. Donc, j'aime mieux un jouet que l'enfant peut toucher, peut explorer. Bon.
J'ai d'autres textures ici. Un exemple de jouet qui peut être contrasté. On voit que c'est visuellement, pour un enfant plus jeune, ça peut être intéressant aussi. Donc, je trouve que c'est des bons exemples de jouets. Je suis sûre que vous en avez d'autres à la maison. Comme des miroirs aussi, ça travaille super bien la position sur le ventre. Donc là, on va passer un peu sur le pied nu. Je trouve que c'est important parce que je vois un peu les souliers qu'il y a. Je vois que c'est peut-être un peu de confusion dans les questions que j'ai eues, des fois en clinique. Donc, l'enfant, avant de marcher, il n'y a pas besoin de souliers. C'est vraiment, c'est pas quelque chose de nécessaire pour l'enfant. Comme on voit, je trouvais que les photos étaient super intéressantes parce qu'on voit que même un enfant qui est sur le ventre, même un enfant qui est à quatre pattes, on voit même que jusqu'au bout de ses orteils, l'enfant va s'aider, va aller pousser avec ses pieds, va aller toucher la surface. Donc, je pense que même de mettre l'enfant nu bas le plus possible, même pas en bas dans la maison, ça peut être intéressant aussi. Donc, le plus longtemps le nu-pied, parce que vraiment, il peut bouger son pied dans tous les petits mouvements des orteils, des chevilles, c'est vraiment important. Puis aussi au niveau de qu'est-ce qu'il va sentir comme texture au niveau de ses pieds, c'est vraiment important aussi pour le développement de la marche plus tard parce qu'on ne connaît pas encore la cause exacte de pourquoi un enfant marche sur la pointe des pieds, mais il y aurait une composante qui serait sensorielle, tu sais, est-ce que l'enfant n'a pas assez eu de sensations différentes en dessous de ses pieds, tout ça. Donc, je pense que c'est important que l'enfant soit nu-pied, vraiment. Autant quand il peut être nu-pied l'été dehors aussi, ça va être bon pour son développement. Donc, il y a des études qui démontrent qu'au niveau de la motricité globale de l'enfant, au niveau de sa proprioception, donc le sens de l'enfant, de son corps dans l'espace, au niveau de son équilibre, au niveau de sa force, on veut que les muscles, on veut que sa posture fasse son travail, on veut pas que le soulier fasse le travail à la place. OK? Donc, quelques faits intéressants sur le pied du bébé. Donc, le pied de notre bébé, quand on voit qu'il commence à marcher, là, le pied est assez large. Il y a un pad graisseux qui le protège. Donc, c'est pour ça que l'enfant paraît avoir un pied qui est assez large. Mais c'est aussi que ses muscles sont immatures. Donc, l'arche n'est pas encore formée. D'où l'importance de laisser les muscles se développer nu-pied le plus possible pour former l'arche. Excusez-moi. Puis dans le fond, les os, l'ossification n'est pas complétée encore. Ça va se faire là, vraiment jusqu'à la fin de l'adolescence. Donc, on veut que les os se forment, on veut que les os, là c'est plus du cartilage au début, l'os va se former. Puis, dans le fond, l'os va vraiment se développer grâce à l'espèce de traction, l'espèce de mouvement qui se fait entre les tissus de ses pieds et les os. Puis, tu sais, cette traction-là, c'est causé par le mouvement. Fait qu'on veut que l'enfant ait vraiment une liberté de mouvement, qu'il ne soit pas bloqué par une chaussure qui serait trop rigide. Et l'arche de notre pied peut se développer jusqu'à l'âge de 6 ans. Donc, ça peut être normal. Tu sais, des fois, j'ai des parents qui viennent avec des enfants peut-être de 2-3 ans. Ils trouvent que l'enfant a l'air d'avoir le pied plat. Tu sais, ça peut être normal que l'enfant ait un pied qui est en apparence plat jusqu'à 6 ans. Puis, il y aurait même, comme c'est écrit ici, un pied plat qui serait plus fréquent chez des personnes qui auraient trop porté de chaussures dans la petite enfance. Donc, on veut vraiment que les muscles puissent se développer pour former l'arche. Ça prend quand même plusieurs années. Je m'excuse. Bon. Donc, en gros, on veut que le soulier se rapproche le plus possible du pied nu, finalement. Parce qu'on veut que le pied puisse se développer le plus naturellement possible. Puis si on regarde ça froidement, un soulier devrait vraiment juste protéger le pied des blessures et des infections. C'est vraiment ça qu'on veut. Dans un monde idéal, l'enfant serait tout le temps nu-pied, puis ça serait comme ça qu'on se développerait. Donc, un soulier qui est trop raide, qui est trop compressif. En plus, ça fait souvent des souliers qui sont plus chers. Ça peut causer des déformations, des faiblesses, puis la perte de mobilité. Donc, ici, c'est une affiche que je trouvais super intéressante de la Clinique du coureur, qui est une super bonne ressource pour la course, pour le choix des souliers.
Ça résume bien, quand vous allez magasiner des souliers pour votre enfant, qu'est-ce qu'on regarde? Bon, il faut que la forme du pied soit le plus possible respectée. Donc, on veut que ça garde, que ça soit large en avant. On ne veut pas des souliers qui sont plus pointus. On veut vraiment que les orteils aient de la place. Est-ce que je peux la tordre? C'est vraiment, là, prenez le soulier, là, puis le plus possible. Je pense pas que vous allez vraiment trouver beaucoup de souliers qui se tordent autant, là, parce qu'il y a comme une mode de souliers assez rigide, mais on le tord dans tous les sens. On veut vraiment que ça soit le plus possible flexible. Bon, un soulier qui est le plus léger possible. Le drop, c'est vraiment, est-ce qu'il y a un talon, est-ce qu'il y a comme une espèce de talon de plateforme le moins possible? On ne veut pas que l'enfant ait plus de poids sur ses orteils. On veut vraiment qu'il soit le plus possible une semelle qui se rapproche du sol. Bon, les technologies. Idéalement, pas de lumière, puis plein de choses qui se rajoutent que finalement, ça va juste augmenter le prix du soulier, puis que ça ne servira pas à grand-chose. Et on veut une semelle la plus mince possible. Dans le fond, on veut que l'enfant soit le plus possible proche des sensations du sol. Oui, je comprends. Est-ce qu'il y avait une question? C'est fou intéressant. Elle explique qu'est-ce qu'il faut choisir comme soulier. Il ne faut jamais acheter du soulier misérable. Ah non, je ne vais pas y donner. Désolée. Je m'excuse. Parfait. Donc là, je vois que le temps avance. Je vais essayer de me dépêcher pour la suite. Bon, donc les containers, c'est sûr que c'est un mot un peu peut-être intense, mais c'est vraiment les équipements qu'on pense peut-être nécessaires ou qui sont vendus ou puis qui nous... Tu sais, sur la boîte, c'est écrit que c'est pour tel âge ou qu'on doit mettre l'enfant dedans, mais c'est vraiment pas quelque chose qui est nécessaire au développement de l'enfant, qui n'est pas utile à son développement et qui, si l'enfant passe trop de temps, que ce soit un Jolly Jumper, que ce soit le Bumbo, que ce soit des stations debout ou même le banc d'auto, il y a une étude qui montrait qu'un bébé pouvait être placé dedans jusqu'à, en moyenne, 5,7 heures par jour. C'est énorme, vraiment. On veut, encore une fois, la clé, c'est la variété. Donc, on veut que l'enfant soit le plus possible au sol. C'est comme ça qu'il va le mieux se développer, qu'il va rouler, qu'il va expérimenter différents mouvements. Donc, si vous en avez à la maison, c'est correct de laisser l'enfant, idéalement, des 15 minutes maximum. C'est vraiment de limiter le temps que l'enfant va passer dedans. C'est correct. On a besoin de nos bras pour faire autre chose dans la maison, puis ça va vite. Mais des fois, ça veut juste de réaliser combien de temps l'enfant passe, vu qu'il passe déjà toute sa nuit sur le dos. Donc, on essaye que l'enfant soit le plus actif possible dans ces périodes d'éveil. Donc, juste de l'avoir en tête. Que c'est sûr que ça peut être aidant de placer l'enfant, mais de vraiment faire attention parce que ici, j'ai mis un peu une liste là, de pourquoi on va essayer de les éviter. Bon, c'est pas un lieu sécuritaire pour dormir. C'est sûr que, selon la santé publique du Canada, bon, il faut que l'enfant dorme dans un lit avec un matelas ferme, dans une position qui est vraiment couchée. C'est un lieu sécuritaire pour dormir, c'est vraiment son lit. Donc, c'est sûr que si l'enfant s'endort, je comprends qu'on ne veut pas le réveiller, mais c'est juste pas la position idéale. Si l'enfant est dans une position qu'avec la tête plus penchée en avant, ça, je vais en parler plus tard avec le portage. On ne veut pas que ça bloque ses voies respiratoires. Donc, bon, c'est idéalement pas sécuritaire pour dormir. L'enfant est limité dans ses mouvements. Là, ici, quand je parle des étapes de développement, c'est vraiment le sauteur, là, le truc de Jolly Jumper, que c'est vraiment pas idéal parce que l'enfant va être mis debout très jeune, mais il n'est pas prêt à être debout. L'enfant qui se développe vraiment selon les étapes va commencer à se tirer debout vers 8 mois. Donc, idéalement, on ne le mettrait pas debout avant. On ne veut pas qu'il mette du poids sur ses orteils, on ne veut pas qu'il aille trop travailler ses mollets quand il n'est pas prêt, on ne veut pas qu'il aille pousser dans ses muscles du dos, on ne veut pas que ça crée une marche sur la pointe des pieds plus tard. Puis même chose, si l'enfant se met à sauter très, très jeune, c'est vers 2 ans qu'on veut que l'enfant saute, donc ça serait un peu jeune. Donc, encore une fois, quand on met trop l'enfant sur le dos, ça augmente les risques de tête plate, de torticolis. Puis, il y a des études qui montrent que plus un bébé va passer de temps dans différents équipements, plus son score va être bas dans un outil d'évaluation du développement moteur. Puis, les stimuli de l'enfant
soit que c'est limité, si l'enfant est placé là, puis c'est plus ou moins stimulant, ou soit que c'est beaucoup, beaucoup de jouets, beaucoup, beaucoup d'informations à la fois, que ça peut être un peu trop stimulant pour lui. Bon, bébé peut être passif, puis encore une fois, on aime mieux que l'enfant soit au sol pour vivre une variété de mouvements. Donc, je voulais faire un petit tour sur le portage, parce que des fois, quand je me promène, je vois des enfants qui ont des postures qui sont peut-être pas idéales pour leur hanche ou pour leur confort. Donc, de juste faire un petit tour là-dessus. Donc, j'aurai des images plus tard là, pour la position en M pour vous expliquer ce que c'est exactement. Mais on veut que le nouveau-né soit dans une position plus regroupée. Dans le fond, on veut juste respecter quand on prend l'enfant dans nos bras, on veut reproduire cette position-là en portage. Donc, un nouveau-né va être un peu plus les jambes regroupées en petites boules. Et tranquillement, il va avoir la mobilité dans ses hanches pour qu'on puisse le placer un peu plus avec les jambes écartées autour du parent. On veut que le poids soit principalement sur ses fesses et sur ses jambes, donc pas juste au niveau de l'entrejambe. On veut toujours que les genoux soient plus hauts que les fesses, puis on veut conserver la courbure naturelle du dos. Donc, comme on voit ici, cette posture-là, avec un X, ça ne serait pas idéal. On voit que le poids est vraiment plus sur l'entrejambe. Les jambes sont un peu plus pendantes sur les côtés. Donc, c'est moins bon au niveau de ses hanches. On voit la bonne position, le poids est davantage sur les fesses, d'un genou à l'autre. Puis on voit là, en bas, au niveau de l'articulation des hanches, qu'est-ce que ça fait. On veut vraiment que la tête du fémur soit dans le socle. On voit qu'ici, ce n'est pas idéal. Les jambes sont plus allongées. On veut vraiment garder cette posture en M, comme vous voyez ici. Juste un instant. Donc, dans le fond, la position en M, c'est vraiment d'avoir les genoux qui sont toujours plus hauts que les fesses. OK? Donc, on voit que ça suit la croissance de l'enfant, mais qu'on respecte toujours cette posture-là. Donc, on voit que le poids est beaucoup plus sur les fesses et sur les jambes. Donc, l'enfant est super bien soutenu. Il y a les jambes vraiment autour du tronc du papa ou de la maman. Donc, de toujours avoir ça en tête. Et même chose, on veut vraiment respecter la courbure du dos et non aller placer l'enfant dans une posture qui serait un peu trop droite. T'sais, on veut vraiment suivre l'évolution naturelle. Même, ça revient un peu à la position assise. Si l'enfant commence sa position assise à 5 mois, ben, il va avoir le tronc un peu plus penché, le dos un peu plus courbé. Tranquillement, il prend la force dans son dos, il va être capable de se redresser. Donc, on veut vraiment conserver cette courbure-là de sa colonne aussi quand on le met en portage. Je trouve ça important de parler qu'il y a des risques réels. C'est sûr que c'est un peu plate comme sujet, mais bon, j'ai vu ces informations-là au symposium de physiothérapie pédiatrique à Sainte-Justine il y a quelques années. Donc, bon, les risques de chute, on sait que c'est un risque qui est présent, donc de toujours avoir une main sur le bébé, autant quand on l'installe que quand on l'enlève. Il y a une asphyxie qui est possible. Donc, mécanique, c'est vraiment quand la tête de l'enfant est penchée puis ça bloque les voies respiratoires. Positionnel, c'est quand carrément la position de l'enfant le met à risque, donc si le visage est caché. Et la période plus à risque, c'est vraiment le 0-4 mois. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ces risques-là? Il faut toujours qu'on soit capable, quand l'enfant est en portage, d'avoir 2 doigts entre son menton et son sternum. On veut toujours que son visage soit visible, nez et bouche dégagés. Idéalement, l'enfant est en position verticale. Puis si on veut allaiter le bébé en portage, on essaye d'attendre quand le bébé est en haut de 4 mois, vu que là, on est hors du risque d'asphyxie. On veut que l'enfant soit à hauteur de bisou, puis à distance de câlin. On veut être capable de faire un câlin au bébé. Donc, il faut quand même qu'il soit assez proche de nous. Donc, bon, l'image qui démontre un peu l'asphyxie mécanique. Donc, on voit que dans la deuxième image, que l'enfant, il a le cou vraiment trop penché en avant. Donc, il y a des risques de comprimer ses voies respiratoires. Et même chose dans la posture à côté, à droite, que ça serait plus au niveau positionnel. On ne voit pas le visage de l'enfant. Donc, c'est de juste garder ça en tête, qu'il faut quand même toujours avoir le visage dégagé de l'enfant.
Donc, c'est quand qu'on va consulter en physiothérapie pédiatrique. C'est sûr qu'autour de la grossesse et l'accouchement, il y a déjà des risques, des facteurs de risque qui sont un peu plus, qui peuvent donner plus de risques que l'enfant ait un torticolis, une plagiocéphalie. Donc, on parle vraiment d'un enfant qui va avoir un poids de naissance qui est plus élevé. Donc, mettons que les épaules, ça a été difficile de passer les épaules. Est-ce que l'enfant, il s'est étiré? Est-ce qu'il est né en position de siège? Il y aurait peut-être plus de risques au niveau de... Est-ce qu'il y a eu une petite atteinte au niveau de la hanche? Des grossesses multiples? Si c'est un premier bébé? Est-ce que le travail a été prolongé? Bon, accouchement difficile. Est-ce qu'il y a eu l'utilisation de forceps, de ventouses? Donc, c'est un peu des facteurs de risque à garder en tête, qui fait que l'enfant peut peut-être juste avoir besoin d'avoir une évaluation pour voir, surtout au niveau torticolis, plagiocéphalie, il y a quand même beaucoup de risques. Et en parlant de plagio et torticolis, qu'est-ce qu'on peut voir concrètement à la maison comme signe? Donc, plagiocéphalie, c'est vraiment la tête qui va être aplatie d'un côté. Brachycéphalie, c'est vraiment la tête qui est aplatie, mais vraiment derrière. Donc, on voit les images, là. Donc, au centre, bon, on voit le crâne qui est plus, qui est normal. On voit que c'est aplati d'un côté. Puis on voit la brachycéphalie que c'est vraiment plat derrière. Puis on voit, même chose, là, les photos de côté, de profil. La brachycéphalie peut faire que le crâne paraît. Là, c'est vraiment les cas qui sont plus sévères, mais le crâne peut paraître plus haut derrière. Donc ça, c'est un peu de voir la forme de tête de bébé. Puis la photo d'en haut, si on remarque que le regard de l'enfant n'est pas horizontal, mais qui est un peu penché sur le côté, ça peut être un autre signe que l'enfant a un torticolis. Au niveau de la plagiocéphalie, est-ce qu'il y a une oreille qui paraît plus en avant? Est-ce que le front semble bombé? Est-ce qu'il y a un œil qui semble plus petit? Puis c'est ça, pour le torticolis, il peut avoir la tête penchée d'un côté, tournée de l'autre. Est-ce que l'enfant va plus utiliser une main que l'autre? Est-ce que l'enfant va toujours avoir tendance à regarder du même côté? Est-ce qu'il va utiliser plus le bras que l'autre? Donc, c'est un peu des signes que vous pouvez voir à la maison. Puis en général, le plus tôt, c'est le mieux. Vraiment, là, dès que vous avez un doute, ça peut vraiment réduire le nombre de séances qui sont requises parce que l'enfant est en train de développer ses mouvements, donc c'est un peu plus modifiable, c'est un peu plus... le cerveau est vraiment plus comme plastique, si je peux dire. Là, c'est plus facile à modifier qu'un enfant qui est rendu un peu plus vieux, puis qu'il a tellement pratiqué, mettons, toujours sa roulade du même côté, que c'est plus difficile d'aller travailler l'autre côté. Donc, ça vaut la peine vraiment le plus tôt. Parce qu'on voit que l'incidence de la plagiocéphalie, là, c'est quand même assez élevé, le 46,6 %, déjà chez les bébés de 7 à 12 semaines, donc c'est assez jeune. Donc, ça vaut la peine d'aller voir si vous avez un doute. Puis la croissance du crâne se fait vraiment, c'est 80-85 % de la croissance dans les premiers 12 mois. Puis les premiers 6 mois, le volume de l'encéphale va doubler. Le périmètre crânien va augmenter de 20 %. Donc, la déformation, s'il y en a une, va être plus stable après 6 mois. Donc, ça vaut la peine de venir plus jeune pour qu'on puisse déjà donner les conseils, déjà conseiller pour limiter la progression de cette plagiocéphalie-là, parce qu'après 6 mois, c'est stable, ça va continuer à s'améliorer, mais plus lentement. Donc, comme je disais, ça peut être plus simple si vous venez au début aussi, quand l'enfant n'est pas non plus dans son anxiété de séparation, ça peut être plus facile de travailler, d'approcher l'enfant, de jouer avec l'enfant. Donc, de garder ça en tête. Bon, ici, il y a beaucoup de causes, là, de consultations que vous pouvez faire. Donc, il y en a beaucoup, mais tu sais, comme on parlait, dès qu'on voit que l'enfant est asymétrique, un enfant qui semble très mou, tu sais, au niveau de son tonus musculaire, vous le prenez en dessous des bras, puis il ne semble pas avoir beaucoup de tonus, ou au contraire, un enfant qui va avoir l'air d'être très, très, très raide. Bon, un enfant, ça va être plus difficile d'aller chercher les jouets, d'ouvrir ses mains après 4 mois. Tu sais, les mois, c'est vraiment
à titre indicatif, là. Tu sais, c'est pas exactement 4 mois, exactement 3 mois. Tu sais, c'est juste de garder en tête. Tu sais, chaque enfant va faire ces étapes-là à son rythme. Mais je pense que comme parent, vous êtes la personne la mieux placée pour connaître votre enfant. Donc, dès que vous avez un doute ou une inquiétude, je pense que ça vaut la peine de ne pas attendre puis de venir juste chercher une physiothérapeute en pédiatrie juste pour répondre à vos questions puis donner des exercices aux besoins. Donc, au niveau du support de tête après 3 mois, si c'est vraiment difficile de travailler la position sur le ventre, ça peut être aussi intéressant de venir en physiothérapie. Bon, est-ce que l'enfant a de la difficulté à tenir assis seul autour de 8 mois? Est-ce que les roulades sont vraiment pas spontanées autour de 7 mois? Le déplacement à 4 pattes, environ vers 10-11 mois, est-ce que l'enfant ne se déplace pas du tout à 4 pattes? On veut éviter que l'enfant se déplace sur les fesses. Autour de 16 mois, si vraiment on voit qu'un enfant ne marche pas, mais en théorie, jusqu'à 18 mois, ça peut être normal. Un enfant qui s'assoit en W, puis un enfant qui peut regarder beaucoup vers l'arrière, qui a de la misère à ramener son regard vers le bas, à ramener ses mains vers lui, ça peut être un autre signe de peut-être un tonus qui est un peu trop élevé là, dans ses extenseurs. Donc, en physiothérapie, je vais vraiment travailler selon les besoins des familles. C'est quoi vos inquiétudes? Accès direct, vous n'avez pas besoin d'une prescription médicale. Si vous en avez, c'est parfait. Je vais pouvoir collaborer avec le médecin ou la médecin. C'est vraiment par le jeu. Je veux que l'enfant participe, passe un bon moment. Donc, c'est vraiment avec des jouets, d'aller chercher l'intérêt de l'enfant, différentes techniques qu'on peut faire pour atteindre nos buts. Puis, je travaille vraiment en équipe avec vous. Donc, c'est vraiment beaucoup d'exercices, de positionnement, de trucs concrets que vous pouvez faire à la maison. Donc merci vraiment. Donc, c'est vraiment, vous êtes l'expert de votre bébé, c'est vraiment vous qui connaissez le mieux. Puis je pense que le message un peu que je voulais donner, c'est qu'il faut vraiment offrir un environnement qui offre une variété de stimulation au bébé. Puis je pense que d'avoir des jouets simples, de limiter les équipements qu'on a, ça va être moins dispendieux pour le parent, ça va être peut-être plus simple au quotidien. Donc, je pense que ça peut être autre chose à considérer. Et la physiothérapeute en pédiatrie souhaite vraiment que l'enfant se développe le plus harmonieusement possible. Donc, merci à tout le monde. Est-ce qu'il y avait des questions? Oui, j'ai Victoria. Est-ce que tu voulais mettre ton micro? Est-ce que vous êtes capable de... Oui. Est-ce que j'avais une question de Victoria? Est-ce que Victoria, c'est Jacinthe, je ne sais pas, c'est Victoria que tu vois, toi? Oui, c'est Jacinthe. OK. Je voyais Victoria sur l'écran. Pardon. Non, j'avais pas de question, désolée. OK, c'est bon. Merci, en tout cas. Marie-Pierre, non? J'avais l'impression que j'avais une main. Non, mais je l'ai posé tantôt. OK, parfait. Mais j'en profiterais peut-être juste au niveau des jouets. Est-ce que comme de... Tu sais, j'avais comme une petite une balançoire qui est comme la Nuna Leaf. Est-ce que ça, tu sais, la période maximale recommandée dans une journée, dans cette position-là, c'est quand même un tissu qui est flexible, là. Le bébé n'est pas comme, tu sais, en position 90 et tout. C'est quand même assez doux, mais je me demandais, c'est quoi le maximum recommandé pour une journée? Ben, tu sais, c'est sûr que idéalement, ça serait 15 minutes à la fois, mais je pense que, c'est comme parents, c'est vous qui connaissez le mieux votre enfant, c'est de varier les positions. Mais ça, c'est la Nuna Leaf, hein? C'est ça que tu as dit. Oui, exact. C'est ça, je pense qu'il y a des balançoires qui sont mieux que d'autres. Il y en a qui répartissent mieux le poids. Comme tu as dit, il y en a que le matelas est un peu plus flexible, un peu plus mou. Donc, tu sais, je pense que c'est selon votre jugement, mais on essaye peut-être de limiter à 1 heure par jour. Mais tu sais, j'ai pas d'études qui me disent exactement le nombre de temps, mais la clé, c'est vraiment que l'enfant passe 1 heure par jour sur le ventre. Je pense qu'on devrait toujours se fier à cette donnée-là.
On souhaite que l'enfant passe 1 heure par jour sur le ventre, qu'il varie ses positions. Puis peut-être de limiter à 15 minutes à la fois qu'on le passe, mais 15 minutes, ça passe vite. Donc, moi, je donne les conseils en théorie, mais je pense que comme parent, c'est de varier le plus possible et d'utiliser votre bon sens. Ça Ben, nous, répond quand même? oui, parce que nous, ça nous oriente aussi à comme OK. à savoir qu'on vise ça. C'est sûr qu'on ne peut pas nécessairement le faire, mais on reste alentour de ça quand même. Ouais. OK, merci. Parfait. Donc, j'avais 3 participants. Désolée, je ne sais pas trop comment voir ici qu'il y a des questions. Mais dans le fond, allez-y, la personne qui... Là, j'ai 3 mains qui se sont levées. Là. Je ne vois pas exactement qui a levé. J'ai Marie-Hélène, j'ai... Allez-y. Je peux y aller si c'est correct pour les autres. Oui! Vraiment, merci beaucoup, Ariane. C'est vraiment intéressant la présentation. Moi, je suis contente d'assister à ça tôt. Ça fait plaisir. Je suis contente. Ma question, c'est, tantôt tu disais que la position siège pendant la grossesse du bébé, ça pouvait être un facteur de risque pour consulter là, en physiothérapie. Est-ce que c'est vraiment la position siège pendant la grossesse ou c'est l'accouchement en siège qui fait le facteur de risque? Puis en quoi ça peut être un risque par la suite? Bien, c'est vraiment plus au niveau de l'accouchement, vraiment les accouchements en siège, plus au niveau de la pression que ça peut mettre au niveau des hanches. Mais ça, c'est vraiment votre médecin qui évalue de routine. C'est vraiment pour les risques de dysplasie de la hanche, vraiment pour voir est-ce que le fémur est vraiment dans l'acétabulum, est-ce que vraiment c'est vraiment une question de stabilité des hanches. Fait que le médecin, s'il y a un doute, s'il entend un clic, il peut référer pour une échographie et tout, mais c'est vraiment par rapport à spécifiquement aux hanches. Vraiment, c'est à l'accouchement. J'ai pas de données pour ce qui est dans la grossesse, là, si l'enfant il change de bord finalement. Moi, je parle vraiment de l'accouchement. Est-ce que ça répond? Oui, ça répond bien. Merci. OK, beaucoup. merci. J'avais une question sur le chat. Ah, parfait. Merci pour cette belle information. Parfait. Moi, j'avais une question aussi. Oui. Oui, si je peux. Oui, encore une fois, merci pour la présentation. Comme les autres ont dit, c'était vraiment utile. J'avais juste une question concernant les torticolis puis la symétrie. Dans le fond, mon bébé il a 11 semaines, fait qu'il est dans les 2 mois et demi, là, mais j'ai remarqué qu'il prend souvent sa main gauche puis il tourne souvent sa tête vers sa droite. Mais tu sais, j'en ai parlé au médecin, ça m'a dit, ben il tourne bien sa tête, puis pour la main, ben tu sais, à voir, là, c'est comme souvent à voir. Puis, tu sais, moi-même, je suis gauchère, fait que je me suis dit, ah, peut-être qu'il va être gaucher comme moi, mais c'est en train de me dire qu'à 4 mois, tu sais, comme il faut vraiment qu'il utilise les 2 mains. C'est ça, il n'est pas supposé avoir une préférence, ni de sa tête, dans le fond, comme... je sais pas si ça a un lien, là, le fait qu'il regarde souvent à sa droite puis sa main gauche qu'il utilise, je sais pas, honnêtement. Je sais juste pas quand que je devrais comme m'inquiéter puis aller voir un physio. Parce que je l'ai impliqué à mon médecin, mais comme je dis, elle semblait pas tant inquiète parce qu'il tournait bien sa tête, puis il n'avait pas la tête plate d'un bord ou d'un autre. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Ben, on veut pas de préférence, tu sais, avant comme 2, 3, 4 ans. Fait qu'on s'entend que déjà à la base, on veut pas que l'enfant ait une préférence au niveau de ses mains. Puis, tu sais, je pense que des fois, ce que j'entends, c'est que les médecins, dès que c'est pas assez peut-être évident ou assez grave, si je peux dire, vont comme attendre que ça se résorbe seul. Mais de mon expérience, c'est justement plus tôt qu'on va les corriger, ça va diminuer le nombre de séances requises. C'est sûr que je peux aider. Puis oui, l'enfant peut tourner des 2 côtés. Il peut avoir son amplitude complète, mais est-ce qu'il y a quand même une préférence qui fait qu'il va toujours tourner du même côté? Sa position de sommeil, est-ce que la tête va toujours être tournée du même côté? Donc, dès qu'il y a une asymétrie, je pense que ça vaut la peine d'aller voir pourquoi, parce que ça peut être quand même multifactoriel. Et si, comme parent, tu as un doute, je pense que déjà, c'est valide d'avoir une inquiétude. Donc, comme physiothérapeute, je vois que c'est important de voir les enfants le plus tôt possible. Donc, oui, il peut avoir une raison, ça peut être un torticolis, ça peut être juste une préférence de position. On ne veut pas que l'enfant exagère ce pattern-là. Donc, je pense que ça vaudrait la peine de venir, quitte à juste avoir une séance et des conseils. Je pense que ça vaut la peine. Tu as dit qu'avec quel âge déjà ton enfant? 11 semaines. OK. Donc, oui, moi, je pense que ça vaudrait la peine. Déjà, si tu as une petite inquiétude, s'il y a vraiment une utilisation franche d'un côté plus que l'autre, je pense que ça vaut la peine. Est-ce que ça répond? Oui, merci beaucoup. OK, de rien. Est-ce que j'avais...
Donc, allez-y avec votre micro s'il y avait d'autres questions. Je crois que ça va. J'ai pas d'autres questions. Donc, n'hésitez pas. Ben, merci beaucoup à tout le monde. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Donc, prenez soin de vous. Puis, n'hésitez pas à aller consulter une physiothérapeute spécialisée en pédiatrie si vous avez des questions. Merci. Bonne journée. Merci. C'est super Merci. intéressant. Merci. Merci. Bye bye. Merci! Merci.